Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à cette émission Secret de prospérité qui fait la promotion des valeurs entrepreneuriales. Alors vous le savez, ce magazine c'est avec mon fidèle associé Pierre d'Alcantara Zocli que je le mène. Alors ce soir, Pierre, je vous dis bonsoir tout de suite. Bonsoir Axel. Vous allez bien? Excellemment. Alors la sauce de ce soir, de quoi sera-t-elle faite? Écoutez, en ce qui concerne les ingrédients, avant d'y arriver, je voudrais vous dire que c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je suis avec vous ce soir pour continuer de montrer, indiquer, valoriser, apprécier toutes ces personnes enthousiastes qui sortent des sentiers battus pour créer des richesses de toute nature, mais aussi tous ces leaders qui tracent un chemin là où tout est obstrué, mais bien entendu aussi, et il faut ajouter, ces inventeurs qui créent, tous ces génies qui créent de nouveaux produits dont nous avons besoin pour nos consommations régulières. Bien entendu, il faut ajouter aussi tous les entrepreneurs qui créent des emplois là où les fonctionnaires sont dans l'impasse. Exactement. Alors, pour ce qui est naturellement du contenu de la sauce de ce soir, nous allons continuer de faire un clin d'œil à nos parents, nos amis, nos frères africains de la diaspora qui sont importants pour nous dans la consolidation de nos acquis et dont nous avons besoin pour pouvoir nous accompagner également dans notre développement parce que leurs expériences sont utiles. Eh bien, nous allons donc rester sur cela et revenir tout de suite après cette première pub pour recevoir notre invité principal. À tout de suite. Swan Moutaïro, diplômé d'Espéranza, j'assiste mes parents dans la gestion de l'entreprise familiale. Tchekesi Izambe, assistant comptable dans une multinationale de la place. Félicité Agossou, je travaille comme commercial dans une grande entreprise de la place. C'est Damien Gedenge, wholesale exécutive dans une société de textile de la place. Comme eux, préparez à Espéranza votre licence en entrepreneuriat, option hôtellerie, restauration, tourisme, création et reprise d'entreprise, commerce et marché public, banque, assurance, comptabilité, finance, management. Et votre master en entrepreneuriat, option hôtellerie, restauration, tourisme, création, innovation, lobbying. Espéranza, c'est aussi l'émission télévisée Secret de prospérité, c'est les journées d'orientation et des carrières, c'est les jeudis de l'entreprise, c'est aussi des partenariats avec plusieurs institutions et universités. Espéranza est située à Ganfid, à Cotonou, au Bénin. Contact 00229 94 94 93 93 96 96 84 84. Faites comme nous, préparez vos diplômes à Espéranza. Eh bien, nous vous revoici sur le plateau de Secret de prospérité. Ce soir, Pierre d'Alcantara Zocli disait tout à l'heure. Oui, bien sûr, ce soir, nous allons avoir une personnalité des Amériques qui a passé toute sa vie dans l'art, dans la culture, dans les écrits, dans l'écriture, dans la bibliothéconomie, dans l'enseignement, dans l'éducation, bref, dans la société civile. Et il est très important que cette personne aussi apporte son expérience à nos étudiants, à nos jeunesses. Et donc, nous allons tout de suite recevoir l'invité principal de ce soir. Il s'agit de la présidente de l'association Intersection. Je voudrais que nous nous levions pour accueillir Madame Martine Millard, avec des ovations aussi, si c'est possible. Martine Millard, bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à Cotonou? Mais c'est moi qui vous remercie parce que être à Cotonou, pour moi, c'est toujours une renaissance. Comme je le dis, c'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide pour atteindre son apogée. Et être à Cotonou, ça me permet non seulement de me ressourcer, mais de donner aussi, de prendre
et de donner, parce qu'on est dans une dynamique d'échange. Vous êtes d'origine haïtienne, vous vivez en France et en Martinique. On va parler un peu d'Haïti. Haïti, c'est, quand on voit la géographie, c'est d'abord dans les Antilles, c'est dans les Caraïbes. Haïti, c'est un quart de la superficie du Bénin, 28 700 km² poussière. Mais Haïti, c'est aussi 11 millions d'habitants, à peu près comme la population du Bénin. C'est que vous faites une grande densité sur une île. Alors, qu'avez-vous à dire pour compléter cette brève présentation de Haïti? Parlez-moi d'Haïti, parlez-moi d'histoire, parlez-moi de Toussaint Louverture, parlez-moi d'indépendance d'Haïti. Faites-nous rêver, en fait. Ben, en principe, moi, Haïti, je la porte dans ma chair. Comme la tortue porte sa carapace, je transpire Haïti. Je vis Haïti parce que c'est un pays que j'aime, et que j'aime vraiment d'amour. Effectivement, Haïti paie un lourd tribut. Le fait qu'en 1803, le 18 novembre, le jour de sa naissance, Haïti a permis au reste du monde de comprendre la nécessité de vivre libre ou de mourir. Donc, Toussaint Louverture a entamé cette quête. Donc, Jean-Jacques Dessalines a perpétué le rêve de Toussaint Louverture. Donc, le 18 novembre 1803, il y a eu la bataille de Vertières. Donc, la naissance d'Haïti démarre à partir de cette date-là, qui a eu une épopée extraordinaire. Mais justement, cette bataille de Vertières, on n'en parle pas dans l'histoire de la France, où, n'est-ce pas, l'armée de Napoléon a été défaite devant les troupes haïtiennes. Expliquez-nous, comment se passe-t-il qu'on a fait table rase, on a occulté totalement dans tous les livres d'histoire, n'est-ce pas, de la France, on ne parle pas du tout de cette bataille. Je pense qu'il est politiquement incorrect de parler de la défaite napoléonienne. Donc, c'est occulté effectivement dans les livres d'histoire parce que il n'est pas bon de montrer que la liberté est partie de Haïti. Parce que quand les esclaves ont pris cette liberté-là, ils ne l'ont pas pris pour la terre d'Haïti, la terre de ces domaines qui est devenue par la suite Haïti. Ils l'ont pris et effectivement pour tous les pays noirs, pour les îles comme la Martinique, comme la Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Dominique et même les États-Unis. Saint-Kitts, Saint-Vincent, Trinidad et Tobago. Donc, Bonaire. Voilà. Donc effectivement, il n'est pas correct de montrer cette image de Haïti parce que ce serait trop valorisant pour ce pays qui, pour moi, végète dans une misère qui est malheureusement planifiée et voulue. Vous êtes entrepreneur, vous êtes poète, vous êtes bibliothécaire, vous êtes politologue un peu. En voyant votre CV, ça fait rêver, c'est indescriptible. Mais qu'est-ce qui vous fait courir, Martine Millard? Qu'est-ce qui me fait courir? J'ai des valeurs, j'ai beaucoup de principes moraux liés à l'éducation que j'ai reçue de ma mère, qui est une grande dame, ce qu'on appelle en Martinique les femmes djok, les femmes doubout, les femmes potomitan, qui existent aussi au Bénin. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces îles-là, ce sont les petites filles du Bénin. Puisque moi, je considère, et comme je le dis, le Bénin particulièrement, c'est l'arbre. Et la Martinique, la Guadeloupe, Haïti et les autres îles sont les branches de ce grand arbre-là qu'est le Bénin. Donc, quand je regarde les femmes ici qui sont dans le milieu du marché informel, elles me font repenser aux femmes haïtiennes, elles me font repenser aux femmes des Antilles. Donc, ces valeurs qui m'ont été transmises par mes parents et particulièrement ma mère, je vais dire que c'est le moteur qui me fait bouger. Je suis extrêmement sensible à Haïti et à sa misère. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, effectivement gravite autour de Haïti. Très bien. Alors oui, justement, nous n'allons pas continuer à parler d'Haïti et parler de vous sans vous faire mieux connaître de notre public. Oui, nous allons sur place commencer par laisser la parole à Sohil Pommier, qui est le fils de Martine Millard. Alors, Sohil, est-ce que tu veux nous parler de maman? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta mère? Si on te disait de présenter maman, que dirais-tu?
Soyez là. Je dirais que ma maman est une très grande dame qui a une forte personnalité, qui est très belle, très gentille et qui fait du bien autour d'elle et qui aime beaucoup aider. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Soyez a 10 ans, hein? Soyez a 10 ans, il est au CM2 et merci, n'est-ce pas, de ta contribution. Nous allons continuer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'intersection? Intersection, c'est une vitrine culturelle de Haïti, parce que la culture, c'est l'essence même. C'est ce qui définit son identité, c'est ce qui définit sa manière de fonctionner, de vivre. Ça passe par la culture, donc les arts, les traditions, tout ce qui fait la quintessence de l'individu. Moi, je suis haïtienne et je revendique mon haïtianité avant de dire que je suis une citoyenne du monde. Alors, le monde a été meurtri récemment par le séisme dont Haïti a été victime en 2010, voilà. Et aujourd'hui, on se demande où en sommes-nous avec la reconstruction d'Haïti. C'est une grande souffrance dans la mesure, effectivement, quelques jours après le tremblement de terre en janvier, pour faire mon deuil, je suis partie avec un groupe de Martiniquais, avec nos propres moyens, d'accord, et aidé par un maire dont je tairai le nom, pour faire des choses dans l'anonymat la plus complète. Donc on a aidé parce qu'il était de notre devoir moral d'aider. Mais il y a eu beaucoup d'aides qui ont été attribuées à Haïti et qui n'ont pas été utilisées à bon escient. Donc ça, je pense que ceux qui doivent en répondre devraient le faire un jour. Parce que ce peuple-là mérite honnêtement d'avoir mieux que ce qu'on lui propose. Mais il y a aussi beaucoup de promesses non tenues. Après le départ, le rapatriement des Européens, des Américains, eh bien, on s'est rendu compte que Haïti s'est retrouvé devant Haïti sans les promesses tenues aussi. C'est vrai qu'au niveau des promesses, il y a beaucoup... Les fruits n'ont pas répondu aux promesses des fleurs. C'est dommage, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe. Parce qu'il y a beaucoup d'ONG en Haïti. Mais quand 100 € est envoyé en Haïti, il faut comprendre aussi que 80 € restent pour le pays qui l'envoie, parce qu'il y a effectivement toute une administration à faire fonctionner. Donc ce n'est pas si évident que ça. Donc que ce soit sur le plan interne, au niveau du gouvernement, au niveau local, il y a des failles, mais sur le plan international aussi, il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues malheureusement. Ok, regarde. Alors oui, nous allons regarder tout de suite les images d'Haïti post-séisme. Rosanne est arrivée au camp Corail avec ses 2 enfants en avril, 3 mois après le séisme du 12 janvier. Elle a été invitée à s'installer ici par le gouvernement et les ONG. Mieux qu'une tente, elle a aujourd'hui un toit en tôle, un sol en ciment. Seul problème, sa nouvelle maison est située à 20 km au nord de Port-au-Prince. Il n'y a pas de travail, pas de nourriture, rien du tout. Je ne sais pas comment on vivait. C'est la grâce de Dieu qui nous attient ici. 8000 déplacés vivent à Corail, un projet de plus de 3,5 millions de dollars. Pour trouver à manger, certains font 2 heures de route sur des chemins défoncés jusqu'à la capitale. Quand il a fallu replacer les sinistrés au moment de la saison des pluies, le terrain de Corail a été le seul mis à disposition par le gouvernement. Les ONG ont dû faire un choix difficile. On doit toujours faire des choix difficiles en se demandant qui on aide vraiment. Vaut-il mieux répondre aux besoins immédiats des sinistrés en leur fournissant de l'eau potable, ou faut-il protester en disant « ce terrain est vraiment un mauvais choix et ces gens vont rester en carafe là-bas parce que c'est isolé ». Malgré les 12 000 ONG dans le pays, la reconstruction à Port-au-Prince est en panne. En un an, les projets sont restés à l'état de projet. Beaucoup reprochent au gouvernement son manque de vision et de supervision. Pour le ministre des Travaux publics, la reconstruction prendra au moins 5 ans. Nous avons pris le parti de lancer certaines études et nous nous sommes également lancés dans la préparation des normes de construction. Nous avançons, peut-être pas suffisamment vite, pour ceux qui nous regardent faire, mais pratiquement on n'est pas inactifs en ce sens. De nombreux camps du centre-ville vont eux aussi être déplacés à l'écart, comme à Corail. Des camps que beaucoup considèrent déjà comme les nouveaux bidonvilles de Port-au-Prince. Alors voilà, pensez-vous qu'il y a eu aujourd'hui une avancée par rapport à la reconstruction de l'île? Je vais en Haïti au moins une fois par année.
Et c'est une douleur qui est forte, qui vous prend par les tripes quand on regarde ce qui est fait. Moi, j'avais espéré peut-être naïvement, parce que j'aime beaucoup mon pays, et vu tout ce qui a été promis par l'international, par la diaspora haïtienne, qui s'investit énormément aussi en Haïti, que les choses auraient changé, qu'il y aurait eu un chambardement total, que ça allait permettre à Haïti de renaître, que la reconstruction de ce pays allait être effective. C'est dommage, il y a de grands hôtels, d'édifices, de belles choses qui ont été faites, certes, mais qui ne touchent pas directement le peuple qui a été atteint par le séisme. Et il y a encore beaucoup qui reste à faire. Il y a même trop de choses qui restent à faire. Vous avez porté Haïti. Je pense qu'il est important qu'on revienne sur votre contribution. Vous avez fait une déclamation poétique sur le séisme. Reportage. La roue du soleil tourne. Au cimetière, des mots dentelles, drapant nos entrailles de feu d'un bouquet d'étincelles. Pour l'éclat d'autre jour, insulte à la nuit de porcelaine. Ravisseurs d'étoiles pendues à nos coups, nos rêves bleus, accompagnant vos âmes dans le grisant désert de ma capitale silencieuse. Qui rythme nos pensées, je quête l'essentiel de mon passé en ouïne, marronne en vain une souffrance ancestrale. La douleur vomit nos enfances mêlées à la rue des miracles. Mon œil hagard courtise un balai d'étoiles nues qui fleurit des orchidées sauvages. Une chanson d'eau douce habite ma souffrance. Je me perds sous les tentes. Torne de tissu jouant à cache-cache-libin, serré-libin avec le nègre marron. Mon drapeau, tel la chevelure de Simbi quand le vent le caresse, n'accompagne pas le voyage de ma voix fêlée face à tant de détresse. La course affolée des baisers d'hirondelles casse des perles d'aurore, des colliers d'espoir, désarticule vos corps poussières. Les chiens se taisent, une samba chante la mort sur les places publiques. Je ne reconnais plus ma ville, mon Port-au-Prince déchu où la folie lèche ses blessures secrètes. Mon Haïti, mon pays de douceur, de colère, de laideur, de beauté, de carnaval, de rara, de rire et de pleurs conjugués. Mon Haïti, tu hantes chacune de mes voyelles. Ma terre qui s'use comme 1000 cœurs d'oiseaux, vidés de leur substance. Je te cherche, je te guette sur la carte de ma mémoire. Je rêve encore au jour où tes enfants n'auront plus de peignoir, mais une chanson enguirlandée pour le retour de la rosée. Des épis de bonheur, afin que cesse la pluie de pleurs qui fermente ma terre d'argile et de sang, trop souvent coulée. Ouais, ça... Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas tous des poètes, hein? Alors, dites-nous davantage. C'est un texte qui est sorti des tripes. C'est un texte qui est publié dans mon livre « Le chant des mots, paroles adultes », où il fallait que je dise ce que je vivais, ce que je ressentais par rapport à Haïti. Qui ne connaît pas Haïti ne peut pas comprendre. C'est comme je le dis pour la diaspora, qui n'est pas venu au Bénin en étant noir n'a encore rien compris de son identité, de sa culture. C'est une quête. Donc, connaître Haïti et voir le tremblement de terre, ce que ça a occasionné en Haïti, reste une souffrance
ce texte-là, c'était ma manière de faire ma thérapie et de rendre hommage à ceux qui ont disparu. Nous allons revenir à votre carrière. Dites-nous comment s'est-elle déroulée jusqu'à présent? Je suis journaliste pigiste et moi, j'ai eu un professeur, j'en ai eu deux, mais j'ai un qui m'a particulièrement marqué, Adi Jangardi, qui a eu une carrière extraordinaire et qui m'a appris quand on est journaliste, on informe et on forme aussi. Donc tout ce que j'ai fait est lié. J'enseigne, mais j'enseigne l'art. Ça me permet de mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X à des gens qui doivent faire la démarche pour leur reconstruction. J'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale. J'ai fait un travail qui était pour moi très important parce que j'étais superviseuse du programme UTAS, Unité technique alpha scolaire, avec des jeunes qui croyaient en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire, alpha scolaire? Alpha scolaire, c'était l'alphabétisation. Il fallait que des jeunes qui avaient la possibilité, l'accès à la connaissance, transmettent leur savoir à des personnes analphabètes. Parce que moi, personnellement, j'estime, et je l'ai dit le 18 novembre 2002, au CAI, pour le lancement, dans cette commune. Au CAI, c'est le sud d'Haïti. Okay. Que transmettre ces connaissances, c'est une manière de réparer une injustice sociale qui est faite à une frange de la population haïtienne qui n'a pas accès aux connaissances livresques, on va dire. Donc, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a pu aider énormément de personnes, pas uniquement par le programme, mais on a été en contact avec la classe paysanne, avec le pays réel. Donc, ça m'a permis de comprendre Haïti dans sa diversité, dans sa complexité. Et aujourd'hui, le rapport que j'ai avec Haïti, l'amour que je porte à Haïti, est lié aussi à ce travail que j'ai fait pendant quelques années au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Très bien. Alors, ensuite? Ensuite, il y a le journalisme. Exactement. Le journalisme, c'était compliqué parce que les parents se disent quand tu es journaliste, tu vas perdre la vie dans un pays compliqué où le droit à la parole, la presse est bâillonnée. Mais comme moi, j'aime un peu le danger et j'aime mon pays, donc le cheval, qui est mon animal totem, n'a pas supporté le fait de faire un autre métier, comme l'aurait souhaité ma maman, soit le droit juridique, soit la médecine, soit des études d'économie. Donc j'ai fait le journalisme pour informer, mais surtout pour former, parce qu'effectivement, j'ai été professeur de secrétariat de rédaction et j'ai eu à travailler avec des personnes qui ont maintenant fait leur chemin et je suis extrêmement heureuse d'avoir contribué à ce que ces personnes-là tracent leur voie. Très bien. On a l'impression quand même que vous touchez à beaucoup de choses. Hein? Est-ce que vous ne sentez pas cette dispersion vous-même, parfois? Les choses auxquelles je touche sont liées, comme je dis. Par exemple, l'art, je suis une artiste dans l'âme. S'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de vie. La vie est artistique. Les fleurs que vous regardez là, c'est l'art floral. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus joli que des fleurs? Parce que les fleurs, c'est la vie, c'est les couleurs, et les couleurs nous définissent. Donc, ce que je fais, je trouve qu'il y a une similitude. Je ne trouve pas que je suis éparpillée dans la mesure où tout ce que je fais me permet d'être bien, d'être en adéquation avec moi-même et avec le reste de l'univers. Alors, entrepreneur, vous avez, à votre arrivée ici au Bénin, signé une convention de collaboration avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité que préside M. d'Alcantara Zokli. Et nous avons les images tout de suite qu'on vous invite à regarder. Je suis très fier, n'est-ce pas, de voir l'intérêt qu'une organisation comme Intersection, et qui a fait ses preuves dans les Caraïbes, à partir de la Martinique, et qui rayonne sur Haïti, les États-Unis, le monde, d'avoir fait le pari de rentrer en relation avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité, Esperanza, pour opérer une rupture. C'est un pont entre le Bénin et les Antilles, entre le Bénin et les Caraïbes d'une manière générale. Je tiens à vous exprimer au nom du conseil d'administration d'Esperanza, du personnel et des étudiants,
toute ma gratitude et vous remercier d'avoir porté le choix sur l'école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité. Vous donnez l'occasion à notre école d'élargir ses horizons, surtout le département ou la filière hôtellerie, restauration, tourisme. C'est des opportunités exceptionnelles et sur lesquelles nous tenons à surfer pour pouvoir aller de l'avant. Donc je tiens à vous remercier et je suis prêt, n'est-ce pas, à signer cette convention avec vous. Je vous remercie. Je suis présidente de l'association Intersection, qui est une vitrine culturelle de Haïti et par transitivité du reste de la Caraïbe. La démarche de Haïti s'inscrit dans une dynamique d'Haïti vers le monde et du monde vers Haïti. Donc aujourd'hui, comprenez que c'est moi qui vous suis reconnaissante d'accepter que par le biais de Esperanza, Haïti, les Caraïbes soient représentés valablement. Cet aller-retour sera nécessaire par le biais entrepreneurial pour que nous développons des partages, pour que nous développons une dynamique qui nous permettra effectivement de prendre le train du développement. Nous avons des capacités énormes, nous avons des richesses humaines qu'on ne peut plus compter. Il faut passer par la formation pour pouvoir permettre que ces potentialités-là puissent être effectives. Alors, avec du recul, pouvez-vous nous dire réellement quelles sont vos profondes motivations pour ce partenariat? Esperanza, c'est une bénédiction. Une bénédiction dans la mesure où la problématique de l'éducation en Haïti est identique au Bénin. On forme des gens, pas pour leur pays, on forme des jeunes pour voyager, pour aller mettre leur savoir et leur savoir-faire au service de l'étranger. Donc au Bénin, je me suis rendu compte que c'est la France, en Haïti, c'est les États-Unis, le Canada. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas former des jeunes pour être que des fonctionnaires de l'État. C'est matériellement impossible avec des populations aussi importantes que le Bénin ou Haïti. L'entrepreneuriat, c'est la voie, je dirais même l'unique voie qui nous permettra de nous en sortir et de prendre le train du développement. Esperanza, pourquoi une bénédiction pour Intersection et pour moi en tant qu'individu? C'est parce que la philosophie de Esperanza marche de pair avec ce que, au niveau de Intersection, nous recherchons. Donc, quand j'ai entendu parler de Esperanza et que j'ai vu effectivement tout ce qu'ils ont déjà fait et tout ce qu'ils pensent faire dans l'avenir pour la jeunesse béninoise, je me suis dit qu'il est extrêmement nécessaire, voire indispensable, de travailler avec des personnalités qui ont compris la nécessité de faire revivre leur pays par le biais entrepreneurial. Haïti, Bénin, une jeunesse qui a des capacités énormes, mais qui est sans la formation, sans les encadrements nécessaires, qui sera perdue. Avec Esperanza, je vois l'encadrement qu'il faut. Je vois le niveau élevé qu'il faut pour permettre à ces jeunes-là de se prendre en main, d'être de la valeur ajoutée pour eux, pour la société à laquelle ils appartiennent. Donc voilà pour moi en quoi Esperanza est une bénédiction, parce que le voyage se fera dans le sens inverse. La même manière que nous allons faire tout ce qui est matériellement possible et humainement concevable pour aider les jeunes par le biais de Esperanza au niveau du Bénin à atteindre leurs objectifs, nous allons faire la démarche au niveau de Haïti. Donc on va, avec l'association, voir notre ministre, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, de voir aussi le ministre de l'Éducation et à la formation, de telle sorte qu'ils puissent regarder les similitudes qu'il y a entre le Bénin et Haïti pour que des jeunes Haïtiens puissent être en immersion complète au Bénin. La réalité béninoise est beaucoup plus proche de la réalité haïtienne. Donc, le gouvernement actuel d'Haïti a intérêt à travailler avec Esperanza. Donc, d'où la nécessité de faire ce partenariat. Très bien. Intersection vous occupe énormément, on l'a constaté. Alors, dites-nous, comment ça a commencé? Intersection a été créée pour montrer Haïti
Haïti sous un angle voilà, sous un angle meilleur, sous un jour favorable. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels en Haïti, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Haïti, il y a beaucoup de riches en Haïti. Mais le fake news, les intox ne parlent que d'aspects misérabilistes d'Haïti. Donc les gens, par ignorance, pensent que tout Haïtien vit sous le seuil de la pauvreté, tout Haïtien est inculte, tout Haïtien est... Voilà, alors que ce n'est pas le cas. Alors oui, femme de culture, vous n'avez de cesse de le démontrer. D'ailleurs, cet élément que nous avions suivi tout à l'heure était un extrait de votre livre Vent de liberté. Et justement, dans ce même livre, vous faisiez un hommage à l'un de vos compatriotes, Jacques Roche. Eh bien, on regarde. Tu peux me crever les yeux et les tépins, me couper les bras et les jambes, me laisser nu en pleine rue. Mais tu ne peux tuer mon rêve, tu ne peux tuer l'espoir. Ton vent de liberté, Jacques. Ton vent de liberté s'est cassé dans l'éternité de mes vers pour reconstruire l'homme masqué de mon pays blessé au cœur tissé de fiel. Ton vent de liberté caresse le sexe de ma ville déchirée pour la fécondation d'autres soleils qui charrient notre fin de vivre. Ton poème majuscule arpente l'univers crasseux de nos rues malfamées. Pistaches grillées, café noir, cadavres en décomposition. Folie, silence, crime caressé, espoir effusé, souffrance séculaire au carnaval de la déraison, rêve fêlé. Mémoire enchaînée, indépendance bafouée, loi déchaînée, pays enraciné. Le mort renaîtra-t-il, Jacques, à Coquillot avec l'aurore, pour que dansent les enfants de l'Egba quand le tambour fait corps avec la nuit à l'écoute des plaintes du lambi, accompagnant la vie qui se noie dans ta nuit. Je suis un enfant de la canne, un enfant de l'enfer. Je n'appartiens à aucune terre, mes mains murmurent dans le vacarme. Je suis un enfant de la canne, un enfant de la frontière. Je n'appartiens à aucun pays, mes mains hurlent dans le silence. Je suis un enfant de la canne, un enfant de la honte. Je n'appartiens à aucun peuple, mes mains dénoncent dans le chaos. Je suis un enfant de la canne, un enfant du désespoir. Je n'appartiens à aucune nation, mes mains espèrent dans l'oubli. Je suis un enfant de la canne, un enfant de la révolte. Je n'appartiens à aucune race, mes mains pleurent dans l'histoire. Je n'ai de cours que le chant, je n'ai de récréation que le chant, je n'ai d'horizon que le chant. Mes mains cherchent une patrie, mes mains quêtent une enfance, mes mains demandent une urgence, et mon regard erre sur l'île. Alors, Jacques Roche, qui était-il? Jacques Roche, on a travaillé ensemble et il est journaliste comme moi, donc c'est un confrère avant tout. C'est une personne d'une simplicité telle, mais d'un amour énorme pour Haïti et les autres, que ce qu'il a fait pour aider ce pays, pour accompagner les sans-voix, parce qu'il s'est fait la voix des sans-voix, par le biais d'une trilogie qui s'appelait Le Vent de liberté, que je n'ai pas pu m'empêcher de lui rendre un hommage. Donc Jacques Roche, j'ai des difficultés énormes à parler de lui, parce que pour moi, Jacques Roche n'est pas mort. Jacques Roche continue à vivre dans ses vents de liberté et dans mon vent de liberté, parce que ce vent-là doit nous porter à comprendre la nécessité d'être conscient de la réalité d'Haïti et de faire le nécessaire pour que ce pays reprenne les rails, puisque là, on est complètement perdu. Le gouverner par rapport au gouvernant est problématique. Moi, j'ai le souvenir d'un pays, après le départ de Jean-Claude Duvalier, où je n'étais qu'une enfant, qui avait une chance. Aujourd'hui, on parle de plan Marshall pour la reconstruction d'Haïti. Mais il faut d'abord que la reconstruction d'Haïti vienne des Haïtiens eux-mêmes. Il faut que les Haïtiens comprennent la nécessité, par les vents de liberté, de faire le nécessaire pour se prendre en main afin que le pays puisse renaître de nouveau.
et être une perle de la Caraïbe à nouveau. Très bien. Nous allons tout de suite passer aux jeunes. J'aimerais savoir la manière dont vous entreprenez dans le domaine artistique. Et prenez-vous l'art comme une passion ou bien un métier? Je vais dire les deux. Les deux, pourquoi? Parce que je suis femme de théâtre, donc ça me permet de, je vais dire, manger, entre guillemets, par le biais de ce travail-là. Je fais des performances artistiques et je suis rémunérée pour ça. Donc, ce n'est pas seulement un hobby, c'est un métier comme un autre, ce n'est pas une voie de garage. Pour moi, c'est avoir la possibilité de vivre quelque part en faisant ce que j'aime. Mais l'art me permet de communiquer surtout. Parce que ce soit par le pictural, je communique, je travaille. Par le biais de la littérature, je communique, je sensibilise, je conscientise. Mes livres sont vendus. Donc, c'est les deux, en quelque sorte. On peut entreprendre, on peut avoir une entreprise qui est basée sur l'art. Quand on vous voit, on sait que vous êtes une femme courageuse, battante. Et tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que vous aimez le danger. Alors, je voudrais savoir la source de votre courage. Cette fougue-là, cet engouement-là, vient du fait que mon peuple